Emblem mayagal mes Diso hewe a song Asole mao Emblem mayagal mes Diso hewe a song Ningisi manduru a song. Dernière ligne de base aux premières pour cette édition de Chez nous les artistes. Il est 18h à l'écran de l'actualité. Bienvenue chez nous les artistes. Ntumba Minka, retour de la dépouille mortelle de cet artiste, de notre bassiste décédé le 18 février dernier. Il sera inhumé ce week-end. C'est aussi ça l'info. La vie est une, la mort est une destination de la vie. Et vous êtes d'accord avec moi, Enis Enemé. Ce qui grippe un tout petit peu notre vie, c'est le coronavirus, un troisième cas au Cameroun. Bonsoir. Bonsoir Steve. Effectivement, le ministre de la Santé publique, Dr Madaouda Malachi, vient de tweeter que le Cameroun vient malheureusement d'enregistrer un nouveau cas de Covid-19 positif. En littérature, comment voter pour le rival de son candidat préféré sans s'en rendre compte? C'est la petite leçon politique d'une pièce de théâtre intitulée Le Scrutin, dédicacée hier soir par le docteur Philippe Fernand Bala et son épouse ici même à Yaoundé. Voyons cela avec Steve Tcheke Kembenke. Quant à la recevabilité de cet ouvrage, je vous dis tout simplement... Scrutin validé. Lu et approuvé par Clément Atangana, le président du Conseil constitutionnel lui-même. The Vote ou le scrutin, un ouvrage bilingue à la page de l'actualité. Pour son auteur, le philosophe Philippe Bala, les lecteurs privilégiés, ce sont les électeurs. Le scrutin repose sur la nécessité de l'éducation. Vous avez vu ces citoyens qui, parce qu'ils ne connaissaient pas le processus électoral, ont voté plutôt l'adversaire de leur leader. Ils ne savaient pas ce qu'il faut faire. Le livre parle aussi aux élus de la nation. Et l'autre intérêt du scrutin est qu'il est écrit en français et en anglais, grâce, Philippe Bala l'a dit, à son épouse. Même dans l'écriture, l'union d'un couple peut faire la force. Ils sont, par ailleurs, co-auteurs de Colette, critique romancée des fléaux sociaux et cauchemardesque. Ce sont de vieux rêves mis en page aujourd'hui. Parfois, j'écris le livre pendant 10 ans dans ma tête. Et je m'assieds, je le réécris en 3 jours. Plus qu'une inspiration, une philosophie de la détermination. Félicité. On achète. Et on prend la balle au rebond, on tombe en sport. J'en connais qui sont hyper déterminés à remporter le championnat national de tennis, dont la première journée vient de s'ouvrir, Nice. Effectivement, Steve, la première journée du championnat national de tennis de table par équipe s'est ouverte ce samedi au palais polyvalent des sports de Yaoundé. Plusieurs centaines de pongistes issus de 12 équipes différentes ont répondu présents à l'invitation de la Fédération camerounaise de tennis de table. Merci, Enis Enemé, pour ces nouvelles. Quant à moi, je vous dis bonne suite des programmes. Et je vous souhaite un merveilleux week-end. Mes invités, merci. Vous les connaissez. Laurentine Assiga, qui arrive à plusieurs titres. Elle qui a toujours un regard sur l'actualité culturelle. C'est aussi la présidente du réseau des journalistes culturels du Cameroun. Elle est en bonne compagnie avec moi ce soir. Mais également Rémi Atangana qui va répondre aux questions que nous poserons au FOCAC, c'est le Fonds camerounais d'action culturelle. Voilà les nouvelles et je vous en donne le sommaire dans quelques instants. La suite. Merci d'être chez nous les artistes et je reviens vers vous partager quelques nouvelles de l'actualité. Cette semaine aura été marquée par un fait majeur et ça sonne comme une sentence. Le ministère des Arts et de la Culture va se débrouiller à gérer le compte d'affectation spéciale pour le soutien de la politique culturelle. C'est la passe que lui a faite le ministère des Finances et pour en avoir une compréhension éclairée ce soir, j'ai invité Laurentine Assiga qui a d'ailleurs pris part aux assises, c'était lundi, et pour
comprendre l'alternative dans le financement des industries culturelles, dans le soutien à la création et tout ce qui va avec. J'ai invité Rémi Atangana du Fonds camerounais d'action culturelle et nous aurons dans quelques minutes également Parfait Ababsi. Et quand je le dis, je vous dis bonsoir, Laurentine. Bonsoir Steve, bonsoir à tous les téléspectateurs de CRTV. Bonsoir Rémi. Bonsoir Steve. En début d'émission, tout à l'heure, on a joué quelques belles notes de base d'un certain Ntumba Minka et finalement immortel quand on le dit. C'est un bassiste qui aura marqué la scène musicale. Un mot, vous qui côtoyez les people, je vous appelle souvent la star des people, vous l'avez connu, Ntumba Minka. Oui, on l'a connu à plusieurs titres en tant que personne, mais également en tant que source pour les magazines de la Sopicam, dont Nyanga et Weekend. Nous avons travaillé avec cette belle personne. Déjà, c'était une bonne âme, très humble, mais c'est toujours déchirant de voir un artiste de sa trempe s'en aller. Mais la maladie est arrivée, un vilain cancer nous l'a emporté. Que la terre de nos ancêtres lui soit légère. Et elle lui sera légère. Chez nous les artistes, nous le disons toujours, les artistes ne meurent pas. La mort est une destination de la vie. Et un pincement au cœur, c'est ce qu'a eu sa sœur Minka, qui a d'ailleurs été reçue par le ministre des Arts et de la Culture cette semaine, comme d'autres familles affligées par soit le deuil, soit la douleur d'une maladie. Et je voudrais vous proposer une image du ministre des Arts et de la Culture qui revenait en réconfort à ces familles-là. Les chiffres, c'est 16 cas de maladie que le ministère, vers lesquels le ministère vient au secours, et également 8 cas de décès. Ça doit faire mal. On en parle chez nous les artistes. Et je vous pose cette question, Rémi Atangana. Ça remet un tout petit peu sur la table la question du statut de l'artiste qui se meurt un tout petit peu. Il n'y a pas que la question du statut de l'artiste. Ça remet au goût du jour toute la question des politiques culturelles. Je veux dire qu'il n'y a pas de culture sans artiste. Il n'y a pas de culture sans pouvoir public. Il n'y a pas de culture sans opérateur culturel. Maintenant, quand un artiste comme Ntumba s'en va, c'est vraiment une étoile, on va dire ça comme ça. Ntumba est arrivé très rapidement. On ne le connaissait pas dans ses débuts, mais on l'a connu au sommet de sa gloire. Ce qui est dangereux, c'est que ce genre de personne ou de personnage, quand elle tire sa révérence, c'est toujours assez désagréable de constater qu'on n'a pas vu venir. Peut-être pourrions-nous reprendre quelques images de la levée de corps hier en France, que nous pourrons revoir en images. Là, c'est un Ntumba Minka qui aura quand même marqué pas seulement la scène musicale camerounaise, mais la scène musicale africaine. C'est un Ntumba Minka qui a fait ses débuts dans les rangs, qui a donné suffisamment de bons sons au groupe de Mewe en Côte d'Ivoire. On l'a connu au Congo avec Willy Longomba. Donc c'est l'Afrique qui perd un artiste de grand talent et nous y reviendrons dans nos prochaines éditions de magazines et de journaux évidemment. En revanche, une note assez intéressante, nous avons dit qu'on parlerait d'argent ce soir chez nous les artistes. On parle de business, comment financer la culture. Mais une nouvelle est que l'UNESCO octroie un fonds spécial de 557 millions de francs CFA pour sauver et motiver l'inventaire du patrimoine. Quels sont les musées qui en bénéficient? Eh bien, le musée de Mokolo, le musée de Yagua et le musée de Goulfé. Et on est dans l'extrême nord. La belle histoire nous est racontée par Constantin Baum de CRTV Extrême Nord. The joint visit will enable UNESCO and the Ministry of Arts and Culture agree on how to pilot urgent activities in Golfe, Mokolo and Yagua. The project comes as a rapid intervention tool with a view to anticipate and complement national efforts by seeking at engaging communities in enhancing the protection and preservation of cultural heritage. Capitalizing on fact-finding missions for specific training in terms of reinforcing security at museums and collections, and also in terms of upgrading capacities of communities in terms of knowledge and protection, safeguarding, but also in terms of transmission
of intangible cultural heritage. The project seeks to document and monitor the conditions of cultural property at major risks, as well as securing community museums and preparing local communities in mitigating damages. We have many challenges. For example, the weather is not comfortable with protection of the heritage, and we don't have resources because protecting heritage asks a lot of resources like money. The project is funded by the Heritage Emergency Fund, which is a multi-donor established by UNESCO in 2015 to enable the organization to respond quickly and effectively to crises resulting from armed conflicts and disasters caused by natural and human-made hazards. The project as well covers cultural heritage sites of the Northwest and Southwest region. Il s'agit bien là de nos unes, Laurentine. C'est une forme de financement. C'est un appui, c'est une aide venant d'une organisation internationale, l'UNESCO. Oui, tout à fait. Et je crois que l'UNESCO est également dans son rôle, hein, dans ses missions. J'espère que ça ne sera pas uniquement pour les musées, parce que nous pleurons Toumba. et c'est difficile, le statut de l'artiste aujourd'hui au Cameroun, qui se meurt, qui est gravement malade. Donc pour moi, c'est déjà une très bonne nouvelle que cela soit, que ce financement soit dirigé en faveur du Cameroun. Mais comme je le disais tantôt, il faut vraiment que ce soit plus élargi, et ça ne sera peut-être pas le seul problème ou bien le seul souci de l'UNESCO. Même le gouvernement, même les mécènes nationaux peuvent également soutenir, parce qu'il n'y a pas que les musées, il y a également les cases patrimoniales qui sont des formes de petits musées, mais au-delà de ça, il y a tout un vaste champ dans les industries culturelles qui demandent du financement. Merci. C'était le regard de la journaliste que nous avons sollicité justement parce que c'est l'actualité. Mais maintenant, nous allons parler avec la présidente du réseau des journalistes culturels du Cameroun. C'est également elle qui monitore ce qui s'appelle les prix francophilie des médias. Nous en reparlerons derrière ce spot. Pour la première fois dans l'espace francophone, à l'occasion des 50 ans de la francophonie, les journalistes compétissent pour le prix francophilie des médias sur l'impact du français dans la culture locale. Moi je connais pas qu'à les français. Je connais pas qu'à les françaises. Quel journaliste remportera le concours meilleur article? Rendez-vous le 20 mars 2020 au Centre culturel camerounais à Yaoundé au cours d'une soirée glamour. Le prix francophilie des médias est un événement du réseau des journalistes culturels du Cameroun, parrainé par le ministère des Relations extérieures. C'est finalement international, même si ça se passe en local. Bref, il s'agit de la francophonie, 50 ans, ça nous enchante, tout comme ça nous fait chanter avec Aresoso que nous allons retrouver en fin d'émission dans nos figures de style. Laurentine, ce qui reste, c'est le jour des résultats. Oui, parce que les articles devaient être rendus le 10 mars, ça s'est fait. Actuellement, le jury est en train de travailler sur des copies reçues. Donc, le 20 mars prochain, le jour de la célébration de la Journée internationale de la francophonie, ce sera les résultats. Bon, ceux qui échoueront, peut-être, il faut préparer déjà les mouchoirs. Et ceux qui vont réussir, ce sera des huées et des bouquets de fleurs. En tout cas, ce sera bien d'avoir participé, pourquoi pas. L'essentiel, comme on le dit dans le jeu, c'est de gagner en expérience, surtout. Oui. Nous y reviendrons tout à l'heure, Laurentine. Et quand je dis laboratoire OTNI, ça vous parle, ça aussi, peut-être aussi à vous, Rémi, à Tangana. On est dans le vent de la célébration des 10 ans de ce laboratoire. Partager les meilleures idées cette année, réfléchir sur l'impact et l'importance de l'art dans la vie sociale, entre autres. Ça fait une semaine que le laboratoire OTNI ouvre ses portes à la réflexion et redynamiser ce secteur des arts et de la culture qui a besoin d'être boosté. Voici une belle histoire. Le labo OTNI, laboratoire d'idées sur la force des arts dans la vie sociale, c'était un des musts de notre semaine. OTNI a encore ouvert sa porte à l'échange.
un laboratoire d'idées. Sur le panel, Joseph Onansama, critique d'art, et Jacobin Yarro. Le message que porte une œuvre artistique est d'une force incroyable. L'art est subjectif et nous amène à nous remettre en question notre propre compréhension des choses. Cet échange des 10 ans d'ODNI veut répondre à plusieurs questions. Comment les arts contribuent à l'éducation, la sensibilisation et consolident le lien social et l'harmonie. Utile pour le mental d'un individu. Plus qu'une thérapie même. L'art, c'est vivre avec l'autre, sans barrière. La danse, c'est une connexion. Il n'y a pas de frontière avec ça, donc le monde danse avec le monde. Clément Serrault, chargé de mission culturelle à l'Institut français, défend l'importance de construire des plateformes de diffusion. Autre argument entendu ici, les politiques doivent favoriser l'expression artistique et culturelle et surtout encadrer leur qualité, pour une raison. À travers la création artistique, il y a danger de manipuler les émotions. L'art peut détruire et construire. Pas de flou dans le jeu des arts. C'est clair, ici, on badine pas avec les règles. Ici, c'est chez nous les artistes, merci de nous y retrouver. J'ai la compagnie ce soir de Laurentine Asiga, Martin, j'ai pensé à Martin Mbara. Oui, c'est une faute heureuse. Martin Mbara qui est le promoteur, qui est un peu le cerveau du laboratoire ODNI. Il aura tenu pendant 10 ans quand même, Laurentine. Oui, tout à fait. C'est quelqu'un qu'il faut vraiment féliciter. Il mérite les encouragements. C'est pas facile dans notre contexte de tenir un projet comme le sien. Parfois, il manque des moyens financiers. Parfois, le projet même est incompris. Mais tenir 10 ans, c'est vraiment à saluer et je lui tire mon chapeau. Et ce n'est pas Rémi Atangana, seulement une case ouverte pour venir danser. C'est un projet de long terme. Il faut pouvoir tenir, même si ce n'est pas facile. Parfois, se financer sur fonds propres et peut-être bénéficier de l'aide des amis de l'étranger, pourquoi pas. Le vrai problème, c'est de dire qu'il a beaucoup de courage. Beaucoup de courage, il faut le dire. Parce que là, on est en plein dans ce qui n'est plus simplement l'action culturelle. On est en plein dans ce qui relèverait même de la politique culturelle. Parce qu'ici, on est en plein dans une réflexion. Il n'y a pas que la réflexion. Lui, il est parti de la réflexion pour l'action. À partir de ce moment-là, il a beaucoup plus de, je veux dire, de pesanteur que si les problèmes de politique culturelle dont on a parlé au début étaient résolus. Ce qui est dangereux dans ce contexte, c'est que la politique culturelle, dans le contexte actuel, a un déficit de vision. Un déficit de vision, et on doit le dire avec vraiment insistance. On ne peut pas ne pas, pour donner une chance à chacun, à chaque opérateur culturel, à chaque segment de l'action culturelle, il faut que la politique culturelle ait une vision. Et dans le cas d'espèce, j'ai l'impression qu'il nous faut accompagner les pouvoirs publics très sérieusement pour qu'elles arrivent à intégrer la notion de vision et avant qu'on atteigne le cap d'une véritable politique culturelle. Et c'est un peu ce vers quoi tendent les échanges du laboratoire ODNI, laboratoire de théâtre, et finalement laboratoire d'idées. À propos, je voudrais inviter, puisque je l'ai déjà fait, il est juste tout près de vous, Laurentine Asiga. Parfait Tababsi, bonsoir. Bonsoir Steve. Vous partagez les joies de ce Happy Birthday parce qu'on vous a vu au four et au moulin pendant une semaine et vous devez repartir tout à l'heure pour les activités de fin d'anniversaire. Voilà. On parlait tout à l'heure de cette... Il insistait sur la consistance qu'on doit mettre dans la vision de la politique culturelle. Et cette semaine, vous avez notamment animé une table ronde sur l'impact et l'importance de l'art dans la vie sociale. Dire que ce n'est pas seulement des discours, c'est du terre à terre, l'épanouissement, l'harmonie qu'une musique peut nous donner, ce que le théâtre peut nous mettre comme joie dans le cœur, ainsi de suite, et vous continuez la liste. Oui, bien sûr. Merci beaucoup déjà de nous inviter sur ce plateau pour parler de cette initiative portée par un Camerounais, un jeune Camerounais qui a décidé
passer de la parole à l'action, comme disait le grand frère Rémi Atangna. Donc aujourd'hui, nous sommes en pleine semaine et justement vous faites bien de parler de cette rencontre d'échange autour de la problématique de l'art, de l'importance et de l'impact de l'art dans la vie sociale au Cameroun. Parce que généralement, quand on dit art, les gens croient que c'est une affaire réservée à une partie de la population. Mais là, on est en plein cœur du théâtre en réalité. Le théâtre qui n'est rien d'autre que la représentation de la vie. C'est-à-dire qu'on matérialise sur une scène, sur un espace, les réalités de la vie. Les gens jouent un rôle. Les gens ne sont pas eux-mêmes sur la scène, ils jouent un personnage. Et donc, du coup, ça permet aux gens de réfléchir sur leurs propres conditions, de qui ils sont. Et en plus, évidemment, d'avoir un segment économique qui est de donner de l'emploi, de trouver du job aux gens et de faire vivre des familles. Mais il y a que les gens se voient. Ils voient leur histoire sur la scène qui est racontée. Et ça, c'est un impact qui n'est peut-être pas mesurable quantitativement, mais qui est mesurable dans le temps. Parce que si on ne voit pas la représentation de soi, on ne peut pas prendre conscience de ce qui est. Je voudrais aider nos amis qui n'ont pas pu rattraper le jeu et les joies de la fête. Oui. Alors, dans l'actualité, qu'est-ce qu'il y a ce week-end pour le Happy End? Voilà, merci. Je voudrais déjà m'excuser auprès des téléspectateurs parce qu'en fait, on était en train d'animer une conférence là, on a donné carte blanche à quelqu'un que vous connaissez dans cette maison qui s'appelle François Bingono, qui est l'un des formateurs de Martin Ambara. Et donc, un grand homme de culture qui était en train de nous expliquer justement c'est quoi le théâtre. Donc, on a passé 2 heures à remuer les méninges de toute cette problématique. Donc tout à l'heure, à 19h, dans moins d'une demi-heure maintenant, on sera à l'Institut Goethe pour le grand spectacle de ce 10e anniversaire qui s'appelle Hamlet Machine, Hamlet Machin. En fait, Hamlet Machine, c'est une pièce écrite par une autrice, maintenant on dit ça comme ça, une autrice ou une auteure allemande, Heine Müller, qui a été revisitée par Martin Ambara. Et donc, ça situe la problématique du théâtre au cœur de la civilisation occidentale. Mais là, il a fait une lecture africaine de ce texte-là. Et donc, il y aura évidemment du Ambara, c'est-à-dire le théâtre, mais la musique, la danse, le conte, les arts visuels. Donc, il y aura tout ça tout à l'heure à l'Institut Goethe à partir de 19h. Et puis, sorti de là, on va faire la nuit. Il y aura une nuit pour les 10 ans d'Odni, ce soir à Odni même, qui sera dont le célébrant principal, on va dire, sera le groupe Love and Life de Ras Ngamo, Moseu et Ghislaine Braga qui vont donc nous entretenir pendant toute la nuit. Et demain, si vous permettez peut-être, demain, vous savez, Odni aussi a un pan qui s'appelle, c'est pas le laboratoire, ça forme des gens. Donc demain, il y a eu 2 promotions qui ont été formées. Donc demain, on va délivrer des parchemins. Demain soir, toujours la nuit. Donc à Odni, à partir de 19h, on va délivrer des parchemins à ces 2 promotions-là de l'Odni depuis 10 ans. Voilà. Chez nous, les artistes, tous les arts se parlent et comme on le dit dans le théâtre, les vieux des rideaux, en début d'émission, j'annonçais un nom qui a marqué le théâtre camerounais. Il s'appelle Jacobin Yaro, un des pionniers du théâtre moderne et qui nous a gratifié de très belles idées d'ailleurs. Il a dit que le premier acteur de théâtre, c'était Dieu. Quand il dit que la lumière soit et la lumière fut, c'est dit avec tout le monde, de bien que nous avons pensé garder un morceau choisi de ces échanges-là. C'était au laboratoire Odni, ici à Yaoundé, au quartier Essos. Morceau choisi à la rue Foudangono. La rue Foudangono. L'art devrait être utile à quelque chose. D'ailleurs, je crois que même du point de vue de l'émerveillement, du simple émerveillement qu'on a face à une œuvre d'art, c'est utile pour le mental d'un individu. Quand on a assisté à une belle pièce de théâtre, on en sort tous soulagés. On a presque l'impression que la vie, qu'on n'a pas de soucis dans la vie quand on écoute une belle pièce de musique. On se calme parfois. Et comme support, la création artistique, le message que porte une œuvre artistique est d'une force incroyable. Et c'est pour ça qu'on invite l'art à toutes les sauces publiques, en politique, dans l'éducation, dans toutes les campagnes possibles. Il y a un certain nombre d'aspects de notre société qu'il faut pouvoir protéger. Et la dangerosité de l'œuvre d'art est inversement proportionnelle
à son utilité, à sa capacité d'édifier. L'art peut construire et peut détruire. L'art peut construire, l'art peut aider à construire, l'art peut aider à détruire aussi. L'art consacre, l'art peut massacrer, et vous êtes d'accord avec ce propos-là? L'art peut construire, mais si on n'y fait pas attention, l'art peut détruire. Non seulement je suis d'accord, mais en même temps, il faut dire que c'est l'âme du peuple, là. On ne peut pas dire ça autrement. C'est l'âme du peuple. Donc, mais ce qui m'étonne, et qui me gêne un tout petit peu, c'est que dans cette âme du peuple, tout le monde sait ce qu'on avait avant d'avoir ce qu'on a aujourd'hui. Et tout le monde sait, quand on aura tout perdu, ce qui nous restera. Mais sauf que personne ne s'investit dans ce qui va nous rester. C'est-à-dire ce que nous avions avant, c'est-à-dire notre culture, et ce que nous devrions pouvoir garder après, notre culture aussi, et qui devrait pouvoir nous différencier des autres cultures, des autres générations, des autres dynamiques. Personne ne s'investit dans cet aspect ou dans ce secteur d'activité. Je suis très, très outré de constater que, en termes de vision, on ne fait pas, on fait du surplace. En termes de politique, on fait encore du surplace. En termes d'infrastructure, on n'a plus rien du tout. Et en termes d'argent, il semble que les poches ne sont pas pleines. D'ailleurs, et nous parlons de ce qui a fait l'actualité cette semaine, le compte d'affectation spéciale pour le soutien à la politique culturelle, je pourrais me reprendre, change d'adresse, change de compte. Eh bien, le ministère des Arts et de la Culture va devoir se débrouiller. C'est l'annonce qu'a faite le ministère des Finances. Et qu'est-ce que cela implique? Laurentine Assiga, vous y étiez, vous avez pris part à ces travaux-là. Dire que le ministère va se débrouiller, c'est qu'il va devoir enflouer les caisses d'une façon ou d'une autre. C'est que dans les secteurs, il va falloir s'organiser en association. C'est que, par exemple, il va falloir faire recours au mécénat et au parrainage. Et d'ailleurs, vous dites que ça a changé la donne. Certains commencent à fuir. Oui, effectivement, vous avez très bien compris, Steve. C'est ça, le ministère des Arts et de la Culture doit chercher de l'argent pour renflouer cette caisse-là. Bon, il faut peut-être revenir sur le contexte, parce que bien avant cette décision, ça bavardait un peu partout, que voilà, le ministre des Arts et de la Culture a décidé de geler ce compte-là pour d'autres raisons qui ne sont pas du tout fondées. Donc je crois que cette conférence était le but déjà de clarifier les choses, que la décision ne venait pas du ministère des Arts et de la Culture, elle émane de la loi des finances 2020. Alors, qu'est-ce que ça implique? Ça implique que le ministère lui-même doit chercher des fonds, donc des recettes. Il faut renflouer cette caisse-là. Mais aujourd'hui, on regarde, il y a des artistes qu'il faut enterrer, il y a d'autres qu'il faut soigner. Est-ce que c'est pertinent? Peut-être qu'il y aura... Ce sera maintenant au ministère de trouver la bonne stratégie pour vraiment faire renflouer cette caisse-là. Parce que si j'ai bien compris le ministre, il a dit qu'au cas où ce n'était pas bien renfloué, peut-être que le gouvernement irait jusqu'à fermer cette caisse-là. Donc c'est une nouvelle donne. Des choses auparavant qui étaient d'accès gratuit pour les promoteurs culturels et autres, il faudra désormais payer. Mais le ministre rappelle quand même que pour certains cas, il y aura toujours gratuité, puisque c'est aussi ça les missions du ministère. Mais pour les promoteurs culturels qui étaient dans la salle, il y avait quand même des grincements dedans, qui disent bon, à quoi ça sert donc qu'on revienne? Donc peut-être qu'il faudra au ministère de continuer la communication, la sensibilisation pour mieux faire passer cette pilule et de revoir vraiment avec ses équipes comment vraiment bien adapter cette nouvelle décision gouvernementale. Ça veut dire simplement, pas de panique, le porte-monnaie a peut-être changé de poche, on va le dire ça ainsi, même si entre-temps il y a Parfait Ababsi qui, je l'ai prise au vol comme ça, une phrase de Parfait Ababsi: l'argent peut se trouver partout. Avant de comprendre pourquoi il le dit, je voudrais quand même rappeler que le compte d'affectation spéciale pour le soutien à la politique culturelle avait été instruit par décret du président de la République en décembre 2001, un compte pour le soutien de la politique culturelle doté d'une enveloppe initiale d'1 milliard de francs CFA. Cet instrument de financement
du secteur culturel devait permettre d'encourager l'excellence dans la création, la production et la diffusion des œuvres de l'esprit, encourager les artistes à louer des secours aux conjoints et aux descendants, par exemple. C'est un peu un bout de cela que nous avons vu en début d'émission. Les critères d'éligibilité sont disponibles sur les sites agréés. Mais je reviens à vous, Parfait Tababsi, peut-être que je cours en le disant. Vous dites que l'argent, on peut le trouver comment? Je prends une entreprise, entre guillemets, comme Otni, qui a tenu pendant 10 ans. Quel a été le secret? Voilà, donc avant que je ne réponde à la question, peut-être qu'il faut revenir sur la fameuse phrase « l'argent peut se trouver partout ». Vous savez, quand on est bloqué dans une situation où on met l'argent devant, on ne peut rien faire. Et je ne pense pas que M. Rémi Atangana, qui fait le Festel depuis 2000, va me démentir à ce propos-là. Donc, premièrement, on est décembre 2001, création de compte d'affectation spéciale, doté d'un fonds de 1 milliard tous les ans, si j'ai bien compris. On est en 2020, on est aux encablures du 20e anniversaire de ce fonds. Est-ce qu'on a fait l'audit? Ça, c'est la question qu'on devait se poser avant de commencer à faire tout ça. On fait l'audit, on dit, bon, sur les 1 milliard, voilà ce que l'État a effectivement mis à disposition. Peut-être qu'on a dit 1 milliard tous les ans, peut-être qu'on ne l'a jamais reçu. Qu'on dit, voilà ce qu'on a eu à disposition. Mais il y a quand même quelques chiffres. En 2018, c'était 222 millions. Voilà. Voilà. Bon, voilà. Donc, moi, je pense que le ministère de la Culture devrait dire, depuis 2001, nous avons reçu ça. Et voici ce que nous avons fait de ça. Parce que c'est l'argent public, ce n'est pas l'argent du président de la République, c'est l'argent des Camerounais. Donc on leur dit, voilà, on a reçu. Le président avait dit, on donne ça. Voici ce que nous avons effectivement reçu. Voici ce que les impôts ont pris. Et voici ce que nous avons fait. Donc on ne l'a pas fait. Maintenant, on est parti dans un autre cycle. On va revenir 20 ans après pour recommencer. Mais bon, ça, c'est une autre question. Maintenant, sur la question, quand je dis, on peut trouver l'argent partout. Quand vous prenez des initiatives que les gens font, il n'y a pas qu'Otni, il y a quelques autres initiatives qui existent. C'est porté par des gens qui sont animés d'une flamme, d'une passion, et qui, au fur et à mesure qu'ils font, ils trouvent les moyens de le faire. Parce que sinon, vous ne comprendrez pas pourquoi un espace comme Otni peut faire 10 ans sans subvention de l'État. Voilà. Donc, mais les gens font des choses, ils posent des actes. Et au fur et à mesure, je ne suis pas sûr que même si Martin Ambara ici va vous dire que, bon, l'année 2010, j'ai eu ça, l'année 2011, j'ai eu ceci, non, c'est des choses, quand vous parlez avec eux, quand vous vivez là, vous voyez que c'est des choses qui se font au fur et à mesure. Ça se fait au fur et à mesure. Il y a des moments de la forte saison où il y a des rentrées. Il y a des moments, par exemple, au cas d'Otni, il y a une dame qui arrive un jour à Otni, il y a quoi, 5 ans. Otni n'a pas de barrière à l'entrée. Et puis, elle regarde et puis elle est très contente. Elle dit, mais pourquoi Otni n'a pas une barrière? Elle avait une barrière, mais brinque pas l'entrée. Mais pourquoi vous avez une barrière comme ça, etc. Moi, je veux vous offrir une barrière. Je ne suis pas sûr que le propriétaire d'Otni sait combien a coûté cette barrière. On est venu la placer là. Un autre monsieur qui est là, lui, il est en Allemagne. Un jour, il vient à Otni, il regarde, c'est très intéressant. Il dit, mais vous faites de la danse ici, mais vous n'avez pas de tapis de danse, vous n'avez pas de salle de danse. Moi, je vais animer la salle. Je vais confectionner la salle de danse et vous l'offrir. Il demande combien ça coûte, il paye les gens, on confectionne. Mais la chance, ça ne court pas les rues. Oui, mais le problème, c'est que tant que vous n'avez pas agi, tant que vous n'avez pas posé un acte, vous ne saurez pas. Vous ne saurez pas. Donc, si vous demandez à n'importe quel entrepreneur, maintenant pas d'association, mais beaucoup de choses, M. Atangana, beaucoup de choses ont été faites au Cameroun sous le prisme, sous le couvert des associations. Parce qu'en réalité, si vous dites que les gens se constituent en entreprise, demandez aux gens qui font les entreprises ce que ça leur coûte, comme impôt, etc. Donc, moi, je pense que c'est... Et j'ai dit, pour terminer sur la question d'argent, on nous a dit au Cameroun qu'il y a des gens... Pas qu'on nous a dit, nous voyons par exemple le parc automobile des gens au Cameroun. Vous voyez des gens qui sortent 100 millions pour s'acheter une caisse. Bon, nous y reviendrons. On est tombé en totale adoration de ce travail que Otni fait dans la réflexion et dans la réalisation. Je viens vers vous, justement, Rémi Atangana. C'est des festivals derrière vous, c'est l'organisation de nombreux événements. C'est aujourd'hui votre engagement à réfléchir sur comment trouver d'autres moyens. Et en date très récente, vous avez mobilisé des artistes, dont Ekambi Briand, qui est à la tête du FOCAC, le Fonds camerounais d'action culturelle. Petite définition avant qu'on avance, s'il vous plaît. Le Fonds camerounais d'action culturelle est un mécanisme qui est appuyé sur le mécénat, sur la loi sur le mécénat et le parrainage. Je voudrais dire que... Décembre 2003. Oui. Nous sommes là en plein dans des choses qui sont dites et des choses qui ne sont pas faites en réalité.
Parce qu'aujourd'hui, la même loi sur le mécénat, qui a connu son décret en 2012, vient de voir, à travers le Code général des impôts, une soustraction très subtile de la culture. Et donc, une loi qui est née au ministère de la Culture vient de voir le secteur culturel débarquer tranquillement des avantages de cette loi au profit du sport, au profit de l'éducation et bien d'autres. Moi, je n'ai rien contre l'éducation. Je me demande d'ailleurs pourquoi la culture n'est pas érigée au même niveau que l'éducation. Que ce soit au niveau des financements, que ce soit au niveau des infrastructures, que ce soit au niveau de l'engagement. Parce que je ne comprends pas que mon pays, le Cameroun, n'ait aucun opéra. Il n'y a aucune salle d'opéra au Cameroun. Il n'y a aucune salle de théâtre digne de ce nom. Il n'y a aucune salle de spectacle. Il n'y a aucune salle de cinéma. Et il y a des... Je viens de voir les investissements qui sont faits au profit du sport. Nous sommes au-delà de 1500 milliards de francs CFA. Et je me demande, bon Dieu, qu'est-ce que la culture a fait au pouvoir public du Cameroun? Je souhaite d'ailleurs que les artistes puissent Ce n'est pas déjà mauvais de l'avoir fait pour le sport. Non, je ne dis pas, je n'ai rien contre le sport. Ça nous permet, comme disait quelqu'un, un artiste tout à l'heure, ça nous permet de vibrer un peu, d'oublier nos soucis. Mais encore faut-il qu'on se donne, après cette vibration, un moment pour réfléchir, pour nous regarder à travers nos œuvres, pour comprendre d'où nous venons, et puis pour voir ce que nous comptons devenir. Bon, donc on est dans un milieu où les bières, les rombières et tout un tas de choses font vraiment le nid de notre culture, et je suis désolé que ce soit ainsi. Vous avez parlé au début, vous avez parlé au début du soutien de l'UNESCO. Oui, l'UNESCO. L'UNESCO n'est qu'une, je veux dire, une organisation des États. Mais le Cameroun est un État. On ne doit pas attendre l'appui de l'UNESCO pour avoir une vision de politique culturelle. Je voudrais dire qu'on a la vision de la politique culturelle. Appui, maintenant l'UNESCO vient en appui à notre vision ou à notre démarche. Et donc on est dans quelque chose qui s'apparente à un désert culturel, où les artistes doivent se débrouiller. Et comme le disait encore mon jeune confrère tout à l'heure, je suis désolé que pendant ce temps, il n'y a pas un artiste qui touche 1 million de francs par mois parce qu'il a réalisé telle ou telle chose, parce qu'il a presté dans telle ou telle œuvre, ainsi de suite. Et donc ça ne peut pas continuer comme ça. Ailleurs, c'est des artistes qui sont les plus riches. Et ça n'arrivera pas tant qu'une véritable vision. Tant qu'on reste dans ce bricolage où on attend un mur posé par X ou... Non, ça ne peut pas continuer on ne survivra pas de cadeaux. Alors, l'union fera la force certainement, Laurentine. Peut-être que vous allez nous aider à comprendre ce passage. Le ministre des Arts et de la Culture a invité les artistes et toutes les autres corporations à se constituer en association, en groupement, pour trouver de nouvelles niches de recettes. Qu'est-ce que ça, concrètement, cela veut dire, vous qui étiez peut-être la lecture que vous en faites? Non, c'est simplement qu'il faut s'organiser. Il faut s'organiser. Voilà, il y a une patate chaude devant qui ramasse quelles sont les mains qui vont la toucher un peu. C'est juste ça, parce que là, on se retrouve, il faut déployer une nouvelle dynamique. Il faut déployer une nouvelle dynamique. Où est-ce qu'on trouve de l'argent? Et je rejoins un peu parfait. C'est vrai que l'argent est dans certaines mains, mais est-ce que ces mains sont engagées? Est-ce que ces mains ont une vision pour la culture? Parce que c'est très vrai, je partage aussi vraiment à 100% l'avis de Rémi. Parce qu'on ne peut pas dire que la culture est ce qui nous reste quand on a tout perdu, mais la négliger autant. Parce que vraiment, il faut que chacun prenne conscience de cela. C'est un plaidoyer que je lance comme ça. Il faut vraiment que chacun prenne conscience. Il faut une prise de conscience générale. Qu'est-ce que nous faisons de notre culture? Qu'est-ce que nous faisons de notre légat, de ce patrimoine? Donc, il faut s'y investir. Voilà Imana ici qui est arrivé au sommet, le premier Africain à être entré dans la grande fédération de la haute couture internationale. Mais qu'est-ce qu'on fait de lui, des personnes comme ça? Est-ce que lorsqu'il viendra faire un défilé de mode ici au Cameroun, on va lui demander de payer? Je crois qu'il faut qu'on
réfléchisse assez et mieux vraiment qu'on regarde de plus près qu'est-ce qu'il faut faire pour cette culture. Alors, toutes les intelligences sont attendues. Je crois que c'était ça l'idée majeure. L'appel du ministre. Ceux qui ont déjà des projets comme Rémi, parfait, au moins, il faut maintenant que chacun, ceux qui ont des associations, réfléchissent qu'est-ce qu'on fait. Le ministre, l'année dernière, en lançant la rentrée culturelle, avait émis le projet des fédérations. Je crois que cette réflexion va arriver en maturation, je crois, en septembre, parce que pour l'instant, chaque corps de métier artistique n'est pas en train de travailler dessus. Donc, il faut vraiment une réflexion générale. Peut-être qu'il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, mais qu'on continue à creuser. Vivement. En attendant, oui, parfait. Allez-y. Oui, je voudrais réagir en disant simplement que nous sommes dans un pays qui a mal avec ses archives. Et tant qu'on aura mal avec nos archives, on sera toujours là où on est. On a parlé tout à l'heure du compte d'affectation spéciale. On peut parler de la même chose du FODIC. C'est des fonds qui ont existé, qui ont été gérés, mais on n'a jamais rendu compte. Et l'histoire continue voilà. Dans le sens... Et je voudrais aller plus loin encore. En 85, si mes souvenirs sont exacts, on a fait dans ce pays un grand colloque sur l'identité culturelle camerounaise. Parce que tout ce qu'on évoque là, c'est les questions d'identité. Qui sommes-nous? C'est à cette question que répond là. Et donc, on a fait ce grand banquet d'idées et on est sorti de là avec un document. Il y a eu les actes de ce grand colloque-là qui ont été... généraux. Je prends à témoin des gens qui sont encore vivants, comme le professeur Charlie Gabriel, bon, qui en était. Mais qu'est-ce qu'on a fait de ça? 1985, nous sommes en 2020. Tout à fait. C'est-à-dire que maintenant, on cherche les idées. Mais il y a plein d'idées. Vous allez donner... Il vient de relever la question du mécénat. On a subrepticement sorti de la loi sans que ça n'émeuve ni au ministère ni personne. On a laissé passer, personne ne défend ça. Et puis après, on est en train de recommencer. Moi, je pense que nous devons à un moment donné arrêter de courir n'importe où, s'asseoir. Parce qu'aujourd'hui, le Cameroun est un pays où on a des gens qui ont marqué l'histoire de la culture africaine et mondiale. Nous sommes au pays d'Angers-Ben 20, de Jean-Baptiste Obama. Nous sommes dans ce pays-là. Nous ne pouvons pas faire comme si ils n'ont pas existé. Ils ont fait des choses. C'est à nous d'aller exploiter cette archive, de la questionner et de l'adapter à notre moment. Et maintenant, pour finir sur l'affaire, parce qu'on dit toujours, pour moi, l'affaire d'argent, c'est après, c'est secondaire. Tant qu'on aura, quand on dit, on va construire le stade de 60 000 places de Yaoundé, on dit d'abord ça, avant de chercher les fonds. Souvenez-vous, puisqu'on parle de stade, en 1972, quand on construit nos deux stades, quand c'est le ministre Wabonjoye à l'époque en charge des sports, qui va à la Coupe du Soudan, Khartoum 70, qui de là rentre avec l'idée, il émet l'idée même sans dire au président qu'on va faire la Coupe en 72. Quand il arrive ici, le président est tout furieux, on construit les deux stades là. Mais s'il n'y avait pas eu cette idée-là, on n'aurait rien fait. Donc moi je pense qu'aujourd'hui, on a plein d'idées. Il faut qu'on crée peut-être un laboratoire pour dépouiller toutes ces idées-là et faire en sorte que ces idées-là deviennent des actions concrètes. Et puis déjà même, il y a des gens sur le terrain qui agissent déjà. Il faut déjà qu'on voit que ceux-là qui agissent par rapport à la vision, parce que tout dépend de la vision. Où est-ce qu'on veut aller? Si on dit qu'on veut aller en tabac, on ne réagit pas de la même manière si on veut aller à Bastos. Voilà, donc on dit on veut aller en tabac, on trouve la route. Peut-être qu'on va marcher à pied, je n'en sais rien. Et on arrive en tabac. On dit l'objectif c'est le tabac. Mais si on est là, comme ça, on dit bon, on cherche les idées. Mais il faut que quelqu'un dise voici le cap. Nous on va aller ici. Merci Parfait Tabapsi. Nous c'est toujours un bonheur de vous avoir chez nous les artistes Carrefour d'idées. Et vivement que les mémoires vives et vivantes comme vous, comme celles que vous avez citées, nous aident à venir au secours de l'histoire et peut-être retrouver ces idées, ces bonnes vieilles idées qui feront, comme on dit, de bons projets. Je me tourne vers vous, Rémi Atangana. J'ai failli dire profession ingénieur de projet culturel. C'est bien dit comme ça. Mais, je suis conseiller culturel. Voilà, c'est bien. On y reviendra. Avant de rentrer dans le mécanisme rapidement, c'est-à-dire que ceux qui nous regardent en face, il y a des gens qui ont forcément quelque part de l'argent en poche. C'est urgent qu'ils s'investissent dans la culture aujourd'hui. Que peut faire un mécène qui ignore qu'il peut être un mécène? Que peut faire un parrain qui ignore qu'il peut être un parrain pour la culture? Comment ça marche concrètement? Alors, un exemple. Ma réponse, elle va vous surprendre, elle va surprendre nos téléspectateurs. Un mécène ne peut rien faire. Rien. Parce qu'on ne s'investit pas
dans un secteur pour perdre de l'argent. On s'investit dans un secteur pour gagner de l'argent. Je suis dans une hypothèse d'école. Et puis, nous sommes dans un secteur sinistré. Dans certains pays du monde, quand une banque tombe en faillite, c'est l'État qui vient au secours. Quand une industrie comme Boeing ou je ne sais pas quoi tombe en faillite, c'est toujours l'État. On voit ici avec Camelco, on ne compte pas le nombre de milliards. Le nombre de fois qu'on a battu notre équipe nationale à la Coupe des Nations, elle est revenue sans trophée, on n'a jamais compté de l'argent. On a continué à en remettre. Et je ne comprends pas que cette affaire où une véritable vision culturelle. J'ai bien aimé ce que vient de dire le frangin. Vous voulez aller à Bastos, voici la vision. Vous voulez aller à Antaba, allez, on va à gauche. Mais qui nous dit là où on veut aller? Personne ne nous dit là où on veut aller. Et je suis désolé. Donc, pour qu'un secteur culturel fonctionne, il faut 3 acteurs. Il faut les pouvoirs publics, les organisations professionnelles et les artistes et les opérateurs. D'accord, je suis d'accord. Quand on a dit les 3, je suis d'accord que ce que le ministre des Arts et de la Culture vient de suggérer est une très bonne idée d'avoir des organisations culturelles fortes. Cela dit, on reste dans le cadre. Je me souviens de la première session du conseil d'administration du FOCAC, c'était en février 2019. Il y avait, entre autres arguments, par exemple, vous parliez du mécénat d'entreprise pour la culture et dire que voilà, une entreprise soutient telle activité ou telle entreprise culturelle, elle peut avoir un abattement au niveau de la fiscalité. C'est de ça qu'on voudrait parler, par exemple. Donc nous sommes là dans ce que j'ai appelé les politiques culturelles. Alors, ce mécanisme-là a été mis en marche, soutenu par une loi, puis par un décret d'application de cette loi de 2003. Sauf qu'aujourd'hui, les 2 instruments sont adossés sur un autre instrument qui s'appelle le Code général des impôts, qui trouve quand même qui trouve une manière de rédiger son texte pour sortir la culture de ce mécanisme-là. Et voilà, le sport reste, l'éducation reste, d'autres choses restent, qui sont plus ou moins philanthropiques, mais la culture est obligée de disparaître. À partir de ce moment-là, qu'est-ce qu'un mécène va faire? Celui qui vous donne 10 millions de francs, 20, 30 millions, il ne vous les donnera pas parce que les les mesures qui étaient édictées par la loi ont été vidées par une autre loi qui, c'est la loi des impôts, enfin la loi le Code général des impôts qui prend l'ascendant sur l'application de cette disposition. C'est pour ça qu'on est en hibernation. Quand on demande au ministre de se débrouiller, mais la première débrouille, c'est d'aller dire à son collègue des finances, s'il vous plaît, remettez-moi cette histoire rapidement pour que la culture... enfin... Dans tous les cas, on vous a quand même. Alors, je vais vous annoncer quelque chose qui va nous égayer un peu. On va replonger dans les souvenirs du passé et ça va vous faire plaisir. Parfait Tabapsi, vous qui aimez beaucoup la musique. Ouais. Dans le zapping de l'histoire tout à l'heure, on retrouvera quelques morceaux choisis de Messi Martin. Ça fait 15 ans que le Messi du Bikoutsi s'en est allé dans le ciel des musiques. On parlera un tout petit peu de lui, même jusque dans les figures de style. Laurentine m'a fait une passe tout à l'heure en parlant d'Imana ici, qui est en séjour au Cameroun et qui est allé rendre visite à un ami de métier, Iveya, du Centre des créateurs des modes du Cameroun. Nous parlerons de ce que cela implique. Nous reviendrons rapidement sur le Yafoto qui est dans l'air du temps. Nous parlerons des prix Francophilie des médias, dernier réglage, comment ça marche jusqu'à la fête, et nous prendrons les nouvelles du FOCAC dans ses activités. En attendant, je vous invite à savourer le zapping de l'histoire. Messi Martin, à qui on reconnaît le mérite d'avoir adapté, collé le son du balafon à la guitare, ou plus simplement donner un son de balafon à la guitare, et ça s'appelle guitare balafon. Voici un bout, et on se raconte l'histoire tout à l'heure. Moza vai manza
song away, you got to return. Baba yone baba was on bale, you know bale yen. Baba no kuzuwe, and Boba you will lead it away. Baba no madam way, Boba no mufumwe. Baba yone baba was on the water, Untwe, Bana. Mamanga boya yana, Yamayone, Yamanga bale yene. Oh, Boba Zanzani, Monsieur Orlun. Boba Zanzani, and Bobita Mayanadi. Zenamakotobe, Wallambangali, Nalani Sowe. Je joue la guitare, mais pas la guitare électrique. Je joue le banjo depuis 58. C'est vrai que je me suis arrêté à Garoua pour un bout de temps, où j'ai rencontré un grand frère avec lequel on a créé le groupe Jazzy Garo, qui signifie Jazz de Garoua. Alors de là, un homme d'affaires togolais qui avait un bar à Garoua, à Maroua, qui est venu nous chercher. C'est là-bas que l'Oscar s'est né. Quand on fait bien, on vous aime. Quand c'est du bidon, alors là, ça ne passe pas. Si ça n'est pas bien fait, on ne peut pas vous aimer. Et ça arrive des temps où moi, quand je fais ma prestation, je m'oublie moi-même. Voici mon fils. Et maintenant, s'il vous ment, là où il est, il se bat. Je préfère faire un chant de cacaoyer à mon fils que d'envoyer mon fils faire la musique. Moi, j'ai mangé quoi? Je suis heureux moi-même. Pour que mon fils suive ma trace? Non, monsieur. Vous voulez me tuer ici? Mon vieux là, parce que... Ah oui, c'est ça. Ça va. Dandy de grand chemin, Monsieur Martin, voilà, le père du bikutsi moderne. Commentaire tout à l'heure, juste après le journal de Clarence. Steve Jigga, that was it. We know it. Nothing but the news. Thank you very much, Clarence. I'm grateful and I wish you best time as you carry on with chez des artistes. A better one to you. Thank you very much. Have a nice weekend. La suite chez les artistes avec nos figures de style et on vous avait annoncé que nous revisiterions rapidement les derniers souvenirs que nous avons de Messi Martin, celui qu'on baptise, qu'on a surnommé le père du bikutsi moderne et le Messi, comme certains l'appellent, et le voici dans d'une de ses plus belles créations musicales, Zombala, qui a d'ailleurs été disque d'or, disque de l'année en 2000. On se souvient de lui parce que ce 5 mars, 5 mars dernier, cela faisait 15 ans qui nous quittait, ce Messi veleux, voilà, c'est comme ça qu'on l'appelle là-bas. Voici Zombala, vous reconnaissez peut-être la chanson, le titre aussi, vous le connaissez, non? Allez. Tout à fait. Baba yone baba was on bale, Yamanga bale yen. Baba no kuzuwe, and Boba you will lead it away. Baba no madam way, Boba no mufumwe. Baba yone baba was on the water, Untwe, Bana. Mamanga boya yana, Yamayone, Yamanga bale yene. Oh, Boba Zanzani, Monsieur Orlun. Boba Zanzani, and Bobita Mayanadi. Zenamakotobe, Wallambangali, Nalani Sowe. Je joue la guitare. Cela reste son identité remarquable dans la musique. L'histoire lui reconnaît ce mérite-là. L'homme qui a donné un son de balafon à la guitare.
la guitare balafon, on peut le dire ainsi, Parfait Tabapsi, l'immortel Messi Martin. Oui, l'immortel Messi Martin, il y aurait tant à dire sur Messi Martin, hein, parce que Messi Martin, il a fait le Cameroun, il a été au nord, c'est là où il a commencé sa carrière, enfin, sa carrière a vraiment explosé. Il est revenu à Yaoundé, sans doute, ceux qui aiment la musique se souviennent sans doute de Los Camaroes, son fameux groupe ici à Liguefa. Donc voilà, c'est quelqu'un qui a travaillé, qui a réussi à donner, à faire franchir à la musique camerounaise une autre étape, avec cette technique de chiffon dans la... de housse, de chiffon dans la guitare, qui a donné un son, voilà, qui a donné un son spécial. Et il fait aussi partie de ceux qui ont aidé Epeme Théodore, qu'on connaît sous le nom de Zanzibar, à être ce qu'il est devenu. Donc, Messi Martin, normalement, si on était dans un pays normalement constitué, je pense que chaque fois, on rendrait hommage à ce monsieur-là pour tout ce qu'il a fait pour notre musique, parce que c'est triste qu'on l'évoque comme ça, en passant, comme si il ne valait rien du tout. Mais bon, c'est déjà une bonne chose de penser à lui. Donc vraiment, c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé. J'ai l'impression, je suis convaincu que les 5 milliards de francs CFA affectés au budget au ministère des Arts et de la Culture ne font pas plaisir à Parfait Tabapsi. J'ai joué cette air de musique pour que vous partiez un peu content, hein, Parfait. Oui, non, on est content que vous ayez pensé. Déjà, les gens de votre génération aient pensé à Messi, c'est bien. Mais je pense que Messi, normalement, à chaque fois qu'il y a un anniversaire comme celui-là, regardez ailleurs. Regardez quand va venir l'anniversaire, je ne sais pas moi, de Johnny Hallyday ou je ne sais pas moi qui. Regardez ce que les médias vont faire. Regardez ce que la société française va faire. Si on ne fait pas ça pour Messi... CRTV News y fait attention. Oui, donc c'est déjà quelque chose. Pourquoi ne pas lui consacrer une émission spéciale avec des gens qui viennent reprendre ses hits? Pourquoi? Est-ce que c'est compliqué? Pourtant, les gens les jouent au cabaret. Pourquoi ne viendront pas ici, dans le studio de la CRTV, faire toute une soirée dédiée à Messi, même une veillée, pour que les gens... Parce qu'aujourd'hui, notre musique, vous voyez où elle est aujourd'hui. Donc voilà, si on ne commence pas par revisiter ces gens-là, il n'y a pas que lui, hein, Medjo Messom, Jacob, beaucoup de choses, Pierre Tchana et tout ça. Mais il y a tout, nous avons des choses. Archives ou archives 1981, souvenez-vous, fleur musicale du Cameroun. Marco Mbella. Oui, trois disques dans un coffret. Mais souvenez-vous de ce que les Francis, dont j'en passe. Mais qu'on vienne 2020, bon, je ne sais pas si ceux qui font la musique aujourd'hui savent qui est Francis, Dom, qui est Messi Martin, etc. On aura je dis simplement que je prêche pour ma chapelle. Vraiment, nous sommes sur les questions d'identité. Qui sommes-nous? Messi Martin fait partie de ce que nous sommes. Gagnons du temps. Merci en tout cas, Parfait Tabapsi. Vous y allez au pas de course maintenant? Oui, à l'Institut Goethe, parce que le spectacle Hamlet Machine, Hamlet Machin va commencer dans quelques instants. Donc je convie tous vos téléspectateurs après cette émission de nous suivre. Et nous serons à votre suite rapidement. Entre-temps, Laurentine et moi aurons parlé d'Imana ici. Un mot rapide sur Messi Martin, Rémi? Messi Martin, c'est un monument. C'est un monument. Comme il l'a dit, mon jeune compagnoniste, il partait du Nord avec Los Camaroes, avec Jean Gabarry et plein d'autres musiciens qu'il a... Il y a eu un certain Saïdou Ghana qui l'a amené dans le Nord. Il a débarqué à Yaoundé et on a vu avec Escalier et plein d'autres cabarets qui ont fleuri à ce moment-là. En fait, nous sommes dans un pays qui a peut-être honte ou mal à sa mémoire. Et ça, ce n'est pas très intéressant pour nous tous, parce qu'en réalité, comme il a si bien souligné, si on n'a pas d'histoire, si on ne sait pas d'où on vient, on ne sait même pas où on va, et il a évoqué la fleur musicale, enfin les fleurs musicales, c'est comme ça qu'on a appelé le fameux coffret, dans lequel, à un moment donné, je veux dire, la musique camerounaise a fait une pause pour se constituer et pour se conserver. Je crois que Parfait a raison, et nous ferons toute une émission sur cette conservation-là, aujourd'hui, 20 ans après les fleurs musicales, je souhaite bien qu'on refasse des fleurs musicales. Ce sera avec beaucoup de plaisir. De cette période-ci, quand on a atteint les années 2000, j'aurais bien voulu que nos autorités pensent à reconstituer. Il n'est pas tard. Nous allons, Laurentine Assiga, nous avons une fleur sur le plateau. Je l'appelle fleur parce qu'elle est très, très tendance, très mode, et ce sujet l'intéresse.
Iman Aïssi, premier Africain d'Afrique subsaharienne à intégrer le cercle très sélect de la Fédération de haute couture de France. C'était en janvier dernier, le 23 notamment, il a pris part à la Paris Fashion Week. Il est au retour, je veux dire, en séjour au Cameroun, où il est allé visiter le centre des créateurs de mode d'Yves Eya, c'est ici à Yaoundé. Et là, il a le même discours. Donner plus d'étoffe au tissu africain. C'est un Iman Aïssi que nous prenons en première figure de style. Le combat n'est pas fini parce que pendant très longtemps, l'Afrique a été bradée. Et nous sommes encore en train de brader l'Afrique. Je vais m'expliquer. Pour dire en deux mots, l'Afrique a ses propres richesses. Et pourquoi toujours aller chercher certaines choses ailleurs, alors qu'on peut faire mieux avec ce qu'on a sur place dans nos pays. Dans tout ce qui est des tissus nobles d'origine africaine, on pourra parler du Ndop, on pourra parler du Obom, on pourra parler côté du Mali comment ça s'appelle, le Bogolan, le côté Burkina Faso, le Faso d'Anfani, on a les Kita, tout ce qui est Côte d'Ivoire, on a les Kente qui viennent du Ghana. Tout ça, le monde connaît très peu, parce qu'une fois qu'on va parler du textile africain ou de la mode africaine, c'est plutôt les fameux tissus très colorés, le wax. Donc je ne fais pas un procès au wax, mais c'est toujours mieux de mettre les points sur les i pour de donner une identité. J'ai fait une guerre intellectuelle, j'ai fait une guerre pour éduquer les gens, j'ai fait une guerre pour éveiller la conscience des gens que le patrimoine africain est important. N'oublions pas ce que nous sommes. On peut avancer, on peut évoluer dans la vie. 30 ans de talent consacré à ce combat, qu'on met entre guillemets, mais la victoire, on ne désespère pas. Laurentine, vous avez parlé avec lui, vous êtes très proche des milieux de la mode. Oui, tout à fait. C'est un styliste que je suis depuis près de 15 ans et ça a toujours été ça son combat, l'identité. Donc même s'il est un grand Parisien qui vit au 4e, qui fait les Fashion Week à Londres, un peu partout dans le monde, il a toujours cette touche de son patrimoine qui met en valeur. Donc souvenez-vous que toutes ces collections, autant pour moi, porte un nom de sa langue locale. Notamment la dernière qui s'appelait Akuma, quand vous traduisiez ça de Lewondo en français. Cela signifie richesse. Dans nos figures de style, on est riche d'émotions. On vous racontera la belle histoire d'un photographe de grand talent, Michel Kameni. Mais avant, nous n'avons pas oublié de vous parler du Massa, le marché des arts du spectacle d'Abidjan, qui bat son plein là-bas, avec des voix camerounaises. Léonie Langa, une voix de l'Est, Teti Tezano, une voix de l'Ouest, Tao, une voix du Nord, Mabelfa, une voix du Sud, et puis finalement Christian Moukouri, le littoral, Sengue du Sud-Ouest, le Cameroun y est présent. Ces chanteuses, les dames qui ont donné de la voix et ont fait un show dans le cadre de l'escale Bantou. Au bateau, c'est le nom d'un jazz bar au quartier Marcory à Abidjan qui a su mettre en ambiance la team Cameroun au Massa. Reportage Marie-Gabrielle Feu. Des voix de femmes camerounaises qui captivent à la 11e édition du Massa. En 3 heures, les mélomanes d'Abidjan ont navigué sur les vagues musicales camerounaises. De l'Est du pays avec Léonie Langa en passant par Tao, avec son hommage à Myriam Makeba sur des airs de variété du Nord Cameroun. La révélation 2020 au cœur de toutes les attentions est Mabelfa, créatrice de l'afro-jazz Boulou. Elle a su émerveiller son public avec des pas de danse véritablement cadencés issus de son dernier chef-d'œuvre musical baptisé Ndolo. Le spectacle de la cuvée de l'escale Bantou conduite par le promoteur des scènes d'ébène, Tony Mefeu, a ensuite mis en vitrine les artistes Sengue Epi et Christian Moukouri qui ont surfé sur le gospel avec des louanges de reconnaissance au Seigneur. Titi Tezano, membre du groupe Hip Hop développé, quant à elle, a subjugué le public et les producteurs par sa prestation hors du commun à l'espace culturel Le Bateau d'Abidjan.
a rien à dire, c'est vraiment super. En tout cas, j'aime très bien. La culture camerounaise, ça m'apprend de nouvelles expériences et puis c'est super, j'adore quoi. Des belles énergies, de la créativité, des talents, des voix qui portent, des voix de femmes, des voix d'Afrique, des voix venues du Cameroun. C'est pour moi une grande première. Une grande première parce que ma première participation au Massa. Après le Massa 2020, placé sous le thème Afrique Monde de cette année, les 6 chanteuses mettront le cap sur Douala au Cameroun pour la tenue de la 3e édition du Salon des Voix de Femmes en mai 2020. Marie-Gabrielle Mfeugue, Abidjan, CRTV. Merci Marie-Gabrielle pour ces nouvelles et on vous suivra jusqu'à la fin de ce festival ce week-end. Je vous annonçais la belle histoire d'un photographe camerounais de grand talent. Il a fallu qu'un Suisse vienne le chercher ici à Tchinga, l'amène à Tel Aviv au Moyen-Orient et pour qu'il revienne dans les vitrines du Ya-Photo, la quinzaine de la photographie de Yaoundé. Mais en attendant qu'elle débute dans les jours qui arrivent, d'ailleurs il y a une conférence de lancement à propos hier et une série de vernissages, Laurentine, on vous prend à témoin. Voici l'histoire de Michel Kameni, photographe, pas comme les autres, exposition à Tel Aviv. Michel Kameni. Le nom de ce photographe africain ne vous dit probablement rien. Et pour cause, l'artiste camerounais était encore un parfait inconnu il y a peu. Ses photoportraits n'auraient d'ailleurs jamais dû être exposés dans cette galerie de Tel Aviv sans un coup de pouce du destin. C'est une histoire assez surprenante. J'avais réalisé un documentaire au Cameroun il y a 4 ans et j'étais invité à Yaoundé pour une projection de ce film. Et un jour, dans un taxi, bloqué dans un embouteillage, je me suis retrouvé devant un studio de photographie. Et étant photographe moi-même, j'étais très intéressé, donc j'ai demandé au chauffeur de taxi de m'attendre. Et je lui ai dit, je reviens dans 10 minutes, je veux juste voir ce qui se passe à l'intérieur. Je suis entré dans cet endroit et j'étais complètement bouleversé par ce que j'y ai trouvé. J'ai rencontré le fils de Michel Kameni. Je ne savais pas à l'époque qu'il était toujours vivant, mais il m'a fait découvrir le fond photographique de son père et je suis tombé en totale adoration devant ce travail. Et instantanément, je me suis dit qu'il fallait absolument faire vivre ce travail. Et ce type d'exposition, c'est un des moyens de le faire vivre. Michel Kameni, surnommé Papami, est né dans les années 30 dans un coin reculé du Cameroun. C'est en 1963 qu'il ouvre son studio à Yaoundé, juste après l'indépendance de son pays. Alors ce qu'on voit dans les photos qui sont montrées dans cette exposition et dans l'ensemble du travail de Michel Kameni sont des photos de studio. Donc c'est pour l'essentiel des gens qui venaient se faire tirer le portrait, soit pour une photo d'identité classique, puisque le photomaton n'était pas inventé, ou en tout cas n'existait pas au Cameroun à l'époque, on allait chez le photographe. Mais il y a aussi beaucoup de photos qu'on appelle des photos de nyanga. C'est un terme qui signifie des photos de vantardise, des photos de plaisir. Et donc il y a beaucoup de gens qui venaient en studio dès qu'ils avaient un peu les attributs de la richesse. Jusque dans les années 80, toutes les composantes de la société camerounaise vont effectivement défiler devant son objectif. Des dizaines de milliers de négatifs que Michel Kameni a soigneusement conservés jusqu'à aujourd'hui. À partir du moment où j'ai découvert son travail et en observant de plus près ses photos, je me suis rendu compte de cette nouvelle culture qui s'ouvrait à moi. Il parvient, grâce à ses portraits, à montrer la vraie nature des personnes, à faire ressortir le caractère de celui qu'il photographie pour en faire quelque chose d'idéal. Techniquement, c'est un superbe travail, à la fois en travail de la lumière, de composition, de gestion des poses de ces sujets, mais aussi il y a une histoire du Cameroun qui est racontée avec ces photos. Un photographe qui a perdu progressivement l'usage de ses yeux au début des années 2000. Après avoir constaté l'avènement des appareils réflexes, puis l'apogée du numérique. On a presque une relation familiale. Alors il y a un respect des anciens au Cameroun qui fait que je l'appelle papa. Il me considère comme un de ses fils et on a une relation très proche. Et je vais d'ailleurs, là, juste après l'interview, lui passer un coup de fil pour lui raconter comment se passe le début de l'exposition. Une première exposition qui devrait en amener d'autres. Grâce à Benjamin Hoffman, l'œuvre de Michel Kameni pourrait désormais parcourir le monde et se faire connaître. Et grâce à Benjamin Hoffman, Michel Kameni sera à la une du Ya-Photo, dont la 4e édition se déroule du 12 au 30 avril. Les vernissages ont commencé ici à Yaoundé. Voilà, ce sera une exposition et on en est heureux. Il n'y a pas d'art mineur chez nous les artistes. Ya-Photo, éclosion des nouvelles esthétiques de l'image. Rapidement, on est dans le TikTok
spectacle du Grand Prix. Voilà, du prix voilà. Francophilie des médias, qui est le concours du meilleur article de presse sur les 50 ans de la francophonie, mais avec l'angle sur l'impact de la langue française sur la culture locale. Tout à fait. Donc, on peut suivre l'événement en vous suivant sur Facebook. Vous êtes très actif d'ailleurs, Laurentine. Oui, Facebook, Twitter, Instagram. Donc là, le jury est à pied d'œuvre, comme je l'ai dit en entame de cette émission. Et le 20 mars, au Centre culturel camerounais, il y aura donc l'apothéose dans le jour des résultats. Si vous permettez, Steve, que je remercie quand même le ministère des Relations extérieures qui nous a accordé le parrainage pour cette toute première édition, ainsi que le ministère des Arts et de la Culture également, et tous les mécènes qui ont accepté d'accompagner ce projet. Merci infiniment, Laurentine. Nous savons toujours fidèles à CRTV News. Merci pour votre présence précieuse ici. Rémi, l'agenda du FOCAC, rapidement. Le FOCAC a bénéficié d'une petite aide du ministère des Arts et de la Culture. D'une aide. Que nous sommes en train de travailler pour nous trouver un local et puis avoir une approche qui va nous permettre non seulement de revenir titiller les pouvoirs publics pour qu'on corrige cette digression qu'on a retrouvée dans les textes des impôts. Ce sera un bon excitant. Il faut y travailler pour qu'on arrive donc à implémenter le projet tel qu'il a été conçu. Merci infiniment d'être chez nous les artistes. Ici c'est chez vous, venez et parlons des arts et de la culture. Je vous propose pour sortir Pâquelée française d'une artiste que vous connaissez, Caresse Fotso, et ça tombe bien pour célébrer la francophonie. Merci à toute l'équipe de production. Bonsoir. Vous êtes chez nous les artistes et nous sommes heureux de vous savoir. À samedi prochain. Bonsoir. 2 fois, 3 fois, 4 fois. Première partie de la leçon. La deuxième partie simple. Lorsque moi je dis, moi je connais parler français, vous répondez français. Je connais parler française, vous répondez avec moi française. On essaye. Moi je connais parler français. Je connais parler française. Je connais parler français. Je connais parler française. Troisième et dernière partie. Je vais partir village, chaque chez mon chéri Coco. Il va donner pour moi un bisou comme celle-là. Vous répondez. On essaye? Je vais partir village, chaque chez mon chéri Coco. Il va donner pour moi un bisou comme celle-là. Waouh, c'est magnifique. On essaye toute la chanson? Ok. Une fois. Voilà. 2 fois. 3 fois. 4 fois. Moi je connais pas parler français. Je connais pas parler française. Je connais pas parler français. Je connais pas parler française. Je vais partir village, chez mon chéri Coco. Il va donner pour moi un bisou.